Bonsoir tout le monde, goedenavond iedereen. Je peux demander à tout le monde de prendre place. Kan iedereen plaatsnemen alsjeblieft? Est-ce que je peux demander à tout le monde de prendre place? Kan iedereen plaatsnemen? Je vais d'abord donner la parole à Monsieur le bourgmestre pour les... J'appelle au calme et à prise de place, s'il vous plaît. Madame Nicole. Madame Nicole et Madame Salomé, on voudrait bien commencer. Oui. Ok. Je vais donner la parole à Monsieur le bourgmestre et pour les annonces de décès avant d'entamer l'ordre du jour. Voilà. J'ai attendu que vous soyez un peu calme. C'est le privilège de vieillir, malheureusement, mais je connais de plus en plus les personnes qui nous quittent. Je porte à votre connaissance le décès, brengen jullie op den hoogte van het overlijden van meneer Christian Dielemans. Né à Schaerbeek en 1er octobre 1953, il est entré en fonction le 1er janvier 1976 en qualité de conducteur temporaire au service des travaux publics. Il a été nommé en qualité d'inspecteur des travaux en 93. Il a été affecté à la section entretien des bâtiments communaux en 99. Promu au grade d'ingénieur principal au département des propriétés communales en 2013
Il est parti à la pension le 31 octobre 2018 et il est décédé malheureusement ce 19 avril 2026 en faisant pas du surf, mais de la planche à voile qui était sa passion. C'était un de nos collaborateurs qui était tout le temps sur sa moto par Mons et par Vaud dans la commune pour veiller à l'avancée de nos bâtiments. Et donc on perd un personnage qui a marqué l'administration pour ceux qui ont eu le plaisir de le connaître. Et donc c'est inopinément que sa compagne nous a annoncé son décès. Et donc je vous demande, comme la tradition l'exige, de respecter un moment de calme et de respect. Merci. Merci beaucoup. On commence donc avec l'ordre du jour. Le premier point, le procès verbal. Y a-t-il des commentaires? Non. Alors on peut passer au deuxième point, qui est la démission et remplacement d'un conseiller communal. Donc monsieur Marwan Oubeka qui démissionne et qui est remplacé par monsieur Kostas Aligiannis. Le micro, il est où? Il est là. Hop là. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk. Félicitations and welcome. Et donc le point 3 qui est aussi lié à ceci, donc c'est un point info, donc au conseil de police, monsieur Marwan Oubeka a aussi dû démissionner et est remplacé par madame Salomé. Point 4 qui est encore par rapport à ça, mais par contre là on doit voter, c'est la suppléance à la présidence suite donc à la démission de M. Oubeka, et donc ça sera M. Ketsumba qui sera le suppléant à la présidence. Y a-t-il des questions? Non. Alors on peut passer au vote. Nous avons une unanimité avec 25 oui. Je me suis trompé de bouton. Nous n'avons pas d'unanimité. Non, j'ai voté, voilà, mais je me suis trompé de terminal. C'est bon, on a pris en considération et on corrigera. Point numéro 5, aussi un remplacement suite au départ de Madame Revers, et là aussi ce sera Madame Salomé qui la remplacera, et c'est un vote secret. C'est pas vous, ouvrez la voix? Ah pardon, désolé, j'ai reçu la mauvaise info. Julie Morel. Désolée pour ce... Donc, je répète, Brulabo, le remplacement de Madame Revers par Madame Morel. Et le vote est ouvert et c'est un vote secret. Unanimité une nouvelle fois avec 25 oui.
Merci beaucoup. Point numéro 6, par rapport au marché public, y a-t-il des questions? Non. On passe au point de la prévention. Point 7, une convention de partenariat entre le réseau Bitume et la commune de Saint-Gilles. Monsieur le bourgmestre? Mais c'est un point auquel tient notre fonctionnaire de prévention, puisqu'il est impliqué avec les travailleurs sociaux de rue dans de nombreux partenariats avec notre service de prévention et qu'elle s'honore de participer au réseau Bitume qui fait de l'échange de compétences, de collaboration avec tous les acteurs de la rue en accompagnement des publics précarisés, ce qui vient étayer le mot bitume voulant dire bruxellois d'intervention de terrains usagés, marginalisés et exclus. On dirait presque une appellation propre à monsieur qui est le père de Doucheflux, qui aime bien toujours les anagrammes, mais manifestement c'est peut-être une inspiration des comment ils les appellent, les sublimes. Et donc effectivement il y a un réseau avec de très beaux acteurs avec lesquels nous collaborons et ça répond peut-être à une des interpellations citoyennes que nous avons eues lors de notre séance précédente qui s'inquiétait de savoir si nous ne faisions que le volet sécuritaire. En l'occurrence, voilà un élément qui vient étayer le contraire, comme je l'avais souligné. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non, on peut passer au vote. « 26 votes positifs. » Et donc ce point est approuvé. Merci. Point numéro 8, prolongation plan stratégique de sécurité et de prévention fédérale 2026. Monsieur le bourgmestre. C'est l'exercice auquel se livre la dame qui accompagne la fonctionnaire de prévention évaluatrice externe qui, pour pouvoir mériter aux moyens malheureusement sans cesse réduits, puis vu le manque d'indexation des moyens, de pouvoir obtenir tant des autorités régionales et fédérales, ici en l'occurrence c'est fédéral, de pouvoir justifier les différents axes de la politique d'une sécurité intégrée et intégrale comme le veut, avec des questions et des objectifs fixés sur les nuisances, principalement les vols, bref, les programmes présents. Vous avez ça en pièce annexe avec les nuisances sociales qui sont ciblées à votre disposition pour des questions complémentaires si vous le souhaitez. Y a-t-il des questions? Non. Alors on peut passer au vote. Le point est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. On passe au point numéro 9 onder stadsvernieuwing en het gaat over een Europese subsidie Horizon Europe, de vergroening van de gemeente. Meneer Stevens heeft zich geëxcuseerd. Est-ce que monsieur le bourgmestre prend le point? Il n'y a guère de commentaires puisque le titre comprend exactement ce qu'il concerne et d'avancer dans ces cadres de citoyenneté dans les quartiers comme il s'y emploie, avec ici un programme qui a une durée de 3 ans sur les accords de gestion territoriale. C'est clair que nous avons proposé dans les contrats de quartier et CRU des approches citoyennes de mobilisation de budget participatif. Et dans tous ces dossiers, il y a des questions concernant la cellule de végétalisation urbaine qui a obtenu quand même l'adhésion d'un certain nombre de citoyens de ces quartiers, y compris sur la plantation et la verdorisation. Et donc l'idée est de pouvoir avancer dans le cadre de cette convention de subvention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non? On peut passer au vote. Le point est approuvé à l'unanimité. Dank u wel. On passe au point de la jeunesse, point 10,
qui est une convention de partenariat subvention avec ASBL et Youth. Monsieur le bourgmestre. Alors, je prends mon petit dossier. Excusez-moi, mon bitonio va trop vite. Je suis ici, Ewa Youth, comme échevin de la jeunesse, et qu'il cherche aussi à promériter un nombre de partenariats. Ici, c'est une convention pour une maison de jeunes en néerlandais, l'acquisition de la langue étant utile pour ceux qui ne la maîtrisent pas et étant plaisante pour ceux qui la parlent et qui trouvent peu d'associations la pratiquant. Donc c'est un win-win. Merci, d'accord. Y a-t-il des questions? Non? On peut passer au vote. Le point est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Point 11, encore une convention de partenariat, subvention acteur jeunesse, à tout projet. Monsieur le bourgmestre. À tout projet est un peu moins youth qu'Ewa dans notre patrimoine associatif saint-gillois et mène depuis toujours de nombreuses activités. Je vous invite à les rencontrer. Ils sont dans la dynamique et c'est vrai que le service jeunesse reconduit depuis des temps immémoriaux des partenariats avec à tout projet. Merci beaucoup. Des questions? Non. Alors on peut passer au vote. Tout le monde a voté, il est Stam. Non, c'est le bourgmestre. Voilà, le point est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Et donc le dernier point sous les points de jeunesse, une convention de partenariat entre la commune de Saint-Gilles et Scola ULB. Monsieur le bourgmestre. Un partenariat auquel nous tenons tout particulièrement. Et j'ai vu d'ailleurs, en découvrant un peu plus l'école Sainte-Marie pour des raisons funestes, des filles de Marie plutôt, qui collaborent aussi avec Scola ULB. C'est vrai que notre école des devoirs et qui est installée à l'ECAM profite joyeusement de ce partenariat avec de jeunes aspirants universitaires ULBistes qui donnent des cours aux plus jeunes et créent un effet Pygmalion dans nos quartiers. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non. Alors, on peut passer au vote. Voilà, point approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. On passe au point sur l'enseignement, le point 13 qui est l'approbation du protocole d'action Je te crois. Madame François. Merci Madame la Présidente. L'inceste est criminalisé dans le Code pénal depuis 2022. C'est dire que la société belge a mis du temps à considérer cette problématique comme importante. Pourtant, les chiffres sont alarmants. 1 enfant sur 10 est victime d'inceste. Ça signifie 3 enfants par classe dans les écoles. Comme échevine de l'enseignement, j'ai décidé avec mes équipes d'en faire une priorité et de faire exister ce sujet. En effet, l'inceste est un tabou et l'école ne peut pas rester muette. Il nous a semblé nécessaire de lever le tabou et de dire aux enfants que l'inceste est interdit, qu'il faut en parler, que c'est un secret qui fait mal et qu'il ne faut pas garder les secrets qui font mal. Nous avons constitué un groupe de travail qui, pendant 2 ans, a rencontré tous les acteurs de terrain, Centre de prévention des violences sexuelles, SOS Enfants, EVA, pour collaborer et élaborer un protocole qui s'appelle Je te crois, qui mêle à la fois la prévention et la prise en charge des enfants victimes d'inceste. Pour le volet prévention, informer les enfants pour éventuellement susciter des dévoilements.
C'est l'animation Garance, enfants capables, c'est les animations planning qu'on a intensifiées, 1 année sur 2 dans toutes les écoles communales, c'est la formation des équipes, les accueillantes, les directions, les enseignants, c'est la désignation d'une personne ressource dans chaque école pour pouvoir accueillir la parole de l'enfant. Je te crois. Quant à la prise en charge, en cas de suspicion ou de révélation d'inceste, nous avons élaboré un partenariat soudé avec le Centre de prévention des violences sexuelles pour la prise en charge des enfants victimes. Ce protocole tente ainsi de coordonner les pratiques de prise en charge afin d'éviter la victimisation secondaire et d'orienter vers les professionnels adéquats et spécialisés. Nous avons prévu aussi un soutien spécifique à notre personnel qui serait confronté à un dévoilement d'inceste, car c'est très dur à entendre quand on n'est pas professionnel. Nous sommes la première commune de Belgique à mettre en place un protocole de prise en charge. Celui-ci sera évalué et réajusté éventuellement. On se lance, on peut se tromper, mais agir, faire exister les violences sexuelles et l'inceste vaut mieux que fermer les yeux sur cette réalité qui fracture les enfants et les marque à vie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non? Alors je propose qu'on passe au vote. Le protocole est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Je passe au point 14 qui est sur l'école Les 4 saisons, fonction de promotion de la direction. Madame François. Nous avons appris la démission de la directrice de l'école 4 saisons et donc ici on ouvre la procédure interne et externe pour l'engagement d'une future ou d'un futur directeur. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non? Oui. Ah, On peut connaître la raison de la démission de la directrice ou Pour raison personnelle, la charge mentale, elle était prof avant dans l'enseignement libre, et la charge mentale des directions est très très importante. Non seulement il y a tout le pédagogique, mais il y a toute la dimension humaine, la gestion d'équipe, et bien sûr les postes à pourvoir. La difficulté à l'école 4 saisons supplémentaire, c'est évidemment que c'est une école en immersion et que le recrutement des profs de néerlandais devient extrêmement difficile. Et il faut vraiment tenir à bout de bras l'école pour pouvoir continuer l'expérience d'immersion en néerlandais. Merci beaucoup. Une autre question? Non? Alors on peut passer au vote. Le point est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. En dan gaan we over naar de punten rond klimaat en biodiversiteit. Punt 15, de samenwerkingsovereenkomst met Zero Waste Belgium. Mevrouw Salomé. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Il s'agit de l'approbation d'un accord de coopération avec Zero Waste Belgium pour la mise en œuvre d'une stratégie de promotion des contenants réutilisables dans les commerces saint-gillois dans le cadre d'un projet pour lequel l'association a obtenu un subside. Ce projet est porté conjointement avec mon collègue en charge des commerces, M. Yamarino, et s'inscrit dans la continuité logique d'une initiative déjà menée aujourd'hui par Zero Waste Belgium grâce à des fonds obtenus dans le cadre de l'appel à projet éco-citoyen du service climat biodiversité. Nous passons ainsi d'une phase de sensibilisation au zéro déchet via le projet soutenu par cet appel à projet à une phase plus concrète et opérationnelle en accompagnant et en engageant directement les commerçantes et commerçants à travers ce nouveau projet. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non? On peut passer au vote.
Le point est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Punt 16 is Jeugdklimaatactiefonds, Youth Climate Action Fund. Mevrouw Salome. Bedankt mevrouw de voorzitter. Het gaat om de goedkeuring en ondertekening van het handvest van het financieringsprogramma Youth Action Climate Fund. Een subsidie die de dienst Klimaat en Biodiversiteit heeft binnengehaald, die ons toelaat om binnenkort een projectoproep te lanceren voor klimaatactie voor en door jongeren in Sint-Gilles. Dank u wel. Zijn er vragen? Nee, dan kunnen we stemmen. Le point est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. On passe au point, of we gaan over naar de punten rond gemeentelijke eigendommen. Punt 17 gaat rond de school Cat-Saison, de levering en installatie van een pomp en een spoelset voor de vaatwasser. Mevrouw Salome. Bedankt mevrouw de voorzitter. Het gaat dus om de acteneming van de collegebeslissing van 23 april 2026, zoals is gezegd, voor de plaatsing van een pomp en spoelset voor de vaatwasmachine van de school Cat-Saison. Dankjewel. Zijn er vragen? Nee, dan kunnen we overgaan naar de stemming. Le point est approuvé à l'unanimité. Dank u wel. Punt 18 is de herstelling van de schade veroorzaakt door hevige regenval in het Horta Museum. Mevrouw Salome. Bedankt mevrouw de voorzitter. Het gaat om de acteneming van de collegebeslissing van 23 april 2026, dus met betrekking tot de dringende herstelling van schade in het Horta Museum veroorzaakt door hevige regenval. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat dit helaas een steeds groter probleem wordt. De klimaatverandering leidt ertoe dat we steeds vaker geconfronteerd worden met periodes van intense regenval, terwijl een patrimonium uit de 19e eeuw daar niet op voorzien is. De afwaterings- en waterleidingssystemen zijn eenvoudigweg niet ontworpen om zulke grote hoeveelheden neerslag op te vangen en hieraan remediëren is geen evidentie. Dank u wel. Zijn er vragen? Nee, dan kunnen we overgaan naar de stemming. Est-ce que tout le monde a voté? Madame Moranville? Et Madame François qui est sortie. Le point est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Et donc, ça nous ramène aux questions orales. Nous avons reçu 5 questions orales, dont quelques-unes ont été reportées des fois passées. Et je commence... Avant de commencer, donc, je vous rappelle, c'est pour les temps de parole, c'est 2 minutes pour la question, 5 minutes pour la réponse et 1 minute de réplique. Et je demande à chacun, chacune de bien respecter cela. En dus we gaan eerst beginnen met de mondelinge vraag van mevrouw Verhoeken. Ik wil even aanduiden dat wij hadden gevraagd om het te verkorten, uw eerste vraag, en de toon aan te passen volgens het reglement van deze gemeenteraad. En ik vraag u dus ook om het respectvol en feitelijk te houden volgens artikel 61.1 en 3. Mevrouw Verhoeken. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte collega's, in Sint-Gilles, ik denk dat niemand dat zal ontkennen,
worden de allerkwetsbaarsten in de strijd gegooid door en voor de drugsmafia. Mensen zonder papieren worden de criminaliteit ingeduwd. Hun bazen verdienen slotengeld op de rug van de armen. Zelfs minderjarigen worden zonder scrupules ingezet. Deze jongens zijn vaak voorgoed verloren. In de 19e eeuw hadden we de socialistische beweging die zich verzette tegen de uitbuiting van de zwaksten, tegen de kinderarbeid en tegen arbeid zonder bescherming. Vandaag kiest een deel van links van diegenen die goed verdienen aan de kant van diegenen die goed verdienen aan de miserie van de mensen. De PTB staat altijd aan de kant van de drugsmafia. Zo dienen wij af te leiden uit de feiten. Nooit aan de kant van de gewone mensen. En vooral niet aan die mensen die willen dat hun plein veilig wordt. De ouders die op het Bethlehemplein actie voeren met de slogan koop uw shit elders, geef het plein terug aan de kinderen, kregen van links te horen dat ze rechts zijn. Bewonersgroepen die om minder schietpartijen vragen worden fascisten genoemd. Het woord wordt zo van elke betekenis ontdaan. Het is een bewuste techniek om mensen monddood te maken. Ouders fluisteren hun steun in elkaars oren op verjaardagsfeestjes, want openlijk durven ze het niet zeggen. Niet uit angst voor de dealers, maar wel uit angst om door hun eigen vrienden als racist weggezet te worden. Dat is de zwijgcultuur die deze gemeente verstikt. Meneer de burgemeester, ik stel u de vraag rechtstreeks. Heeft u de regie over de veiligheid in deze gemeente of laat u deze over aan de PTB, dan wel aan de drugscriminelen? Want op dit ogenblik zijn deze twee machten ook actief op dit Bethlehemplein. De ene plaatst verkeersborden en elektrische steps dwars op de rijbaan om politiepatrouilles te hinderen. De andere schrijft klachten bij het comité PT aan, telkens een agent zijn werk doet. Beide machten hebben hetzelfde doel en dat is geen toeval, dat is een strategie. Het gemeentebestuur heeft beslist het plein heraan te leggen, dat is goed. Maar heraanleggen zonder veiligheidsbeleid is cosmetica. Dat weten we allemaal. En dan is er Uneus. Een punt dat we zullen blijven aankaarten zolang het nodig is. Uneus werkte, het was nabijheidspolitie. Verankerd in de wijk, met gezichten die mensen kenden en die mensen kenden. Precies het instrument dat je nodig hebt in een gemeente waar het vertrouwen in de overheid broos is. Uneus werd afgedankt onder druk van de PTB, zogezegd vanwege racisme, met anderen in hun kielzog. En nu staan diezelfde partijen erbij en kijken ernaar terwijl het Bethlehemplein veranderd is in wat de korpschef zelf een drive-in voor de drugshandel noemt. Ik vraag dit schepencollege opnieuw, formeel en ondubbelzinnig. Wanneer komt er een opvolger voor Uneus? Want zonder vertrouwen tussen buurt en politie, dat zegt de korpschef zelf, zullen we dit probleem nooit oplossen. De kinderen die elke ochtend door een rij dealers moeten wandelen om naar school te gaan, verdienen beter. Progressief betekent opkomen voor de zwaksten en niet voor de maffia die de zwaksten uitbuit. Het is tijd om de regie terug te nemen. Ik dank u. Dank u wel, mevrouw Verroken. Monsieur le bourgmestre. Alors, als het mogelijk stellen in het Frans spreken, als u wilt wel. Ik kan dat doen ook in het Nederlands en ik wil een vertaling doen, maar om sommige gevoelens te exprimeren, misschien het zal mogelijk zijn in mijn moedertaal. Maar ik ben bereid om te antwoorden op uw vragen. Bedankt voor uw vraag. Jammer genoeg is er een personele aandacht voor een groep van onze raadslid, maar de schuld is niet zo gemakkelijk. J'ai aussi lu l'article. Et l'article de presse du Morgen dit d'ailleurs que la drogue a augmenté place Bethléem à cause de l'opération de police menée à la gare du Midi, qui était une opération parmi d'autres dans le quartier pour la zone de police Midi, mais qui s'est transformée en opération de communication par la ministre de l'Intérieur d'alors, Madame Verlinden, et une opération de rafle de personnes sans papier, parce qu'évidemment, personne ne sait qu'il y a personnes sans papier autour de la gare du Midi. Et donc, effectivement, je pense que les liens de causalité en matière de sécurité comme en matière de véracité journalistique sont souvent difficiles à établir. Est-ce que notre quartier connaît une situation très difficile?
il est clair qu'il est difficile de nier, attribuer cela sans doute à une désaffection de la police pour nos quartiers suite à la période Covid, où leur intense action a été contestée par de nombreuses personnes parce qu'ils étaient chargés d'appliquer des règles que plus personne ne comprenait, ni le citoyen, ni même eux-mêmes, ni le politique chargé de les établir. On parlait de réglementation du kayak, mais pour les jeunes dans nos quartiers, c'était difficile. Les patrouilles de proximité de la zone Midi étaient particulièrement présentes pour faire opérer le contrôle et malheureusement, ça a créé une tension de plus en plus importante entre la jeunesse, le quartier et nos forces de l'ordre. Et c'est vrai qu'au sortir du Covid, les tensions et les nombreuses interpellations citoyennes, parce que vous attribuez au PTB la responsabilité d'une pression sur notre zone de police, je pense que clairement, les tensions entre la police, le quartier, les jeunes et les habitants est principalement liées, je pense, à ces tensions qui se sont développées et la mise en cause fatalement des services de proximité qui exerçaient une pression intense de contrôle sur les quartiers et qu'il a manqué de soutien du coup de la population à la police lorsqu'au sortir du Covid, il a fallu lutter de manière accentuée devant un phénomène qui a repris position dans l'espace public, qui est un deal de drogue qui a quitté sa fonction plus locale et artisanale pour prendre une vocation que j'ai souvent associée à de la criminalité organisée. Et qu'effectivement, nos forces de l'ordre ont été contestées en même temps au Conseil communal par de nombreuses interpellations citoyennes sur des actes liés à du racisme systémique ou du racisme institutionnel même, voire à des violences policières par le collectif des Madrés, de nombreuses organisations associatives qui mettaient en doute notre zone de police. Nous avons depuis lors travaillé intensément à travers notre charte de diversité au sein de la zone de police, travaillé à l'amélioration de nos bonnes pratiques. Et nous nous sommes attelés à nous montrer intransigeants à l'égard des policiers qui dépassaient le cadre de leur intervention, mais surtout d'avoir été beaucoup plus soutenants avec la police dans ses interventions et tenter d'établir et de rétablir un lien de confiance entre les institutions de police, les 3 nouveaux bourgmestres en charge du collège de police, et de rétablir peut-être notamment avec des initiatives comme les forums de quartier, un dialogue constant avec la police, ce qui a d'ailleurs souvent été demandé dans le cadre des interpellations, c'est qu'un nouveau dialogue entre citoyens et police soit établi. Je tiens à souligner que depuis lors, nos forces de police font l'objet d'un soutien beaucoup plus important de la population qui est demanderesse de leur présence, voire même exerce des suppliques. Alors, on a beaucoup parlé du NEUS et beaucoup en parlent, mais peu l'ont connu encore sous la forme que nous avons pu connaître. On a parlé de la suppression de celle-ci. C'est clair que la réorganisation de notre zone de police par le chef de corps et la reconcentration des services de quartier sous une seule unité dirigeante a donné l'impression que nous mettions un terme à l'action. Ça s'est appelé NTP et plus unité commune de quartier. Et effectivement, le caractère indépendant de ces unités intenses de quartier a été supprimé de par l'organisation même de la zone, mais intensifié. Et avec les 3 bourgmestres, nous n'avons eu de cesse d'expliquer partout et toujours que la dotation spéciale que nous avions ajoutée pour mener ces politiques de quartier était d'initiative des communes, non prévue dans les dotations initiales, que ces montants n'ont pas été retirés des zones de police. Et donc, concrètement, la commune de Saint-Gilles avait augmenté de 500 000 € la dotation de la zone de police pour financer des renforts policiers dans les quartiers non couverts par la norme KUL. Cette augmentation n'a pas été diminuée et l'action sur les quartiers est devenue des programmes ponctuels et plus une présence omniprésente et un lien avec d'autres critères de police. Vous avez eu l'occasion d'échanger d'ailleurs avec ce travail de proximité que nous retravaillons en concertation avec le chef de corps et le SPOC-Prox. Certains d'entre vous avaient contribué avec lui à du rapprochement des citoyens à travers des groupes WhatsApp. Nous avons encore récemment fait une rencontre ici dans la même salle ou dans la salle juste à côté avec des citoyens désespérés et je pense que la discussion avec le SPOC-Prox encore même dans l'école Sainte-Marie le 11 mai dernier fut exemplatif justement dans ce besoin de rétablir du contact entre les forces de l'ordre et les citoyens, de se faire expliquer ce qui se passe, comment ça se passe et comment ça travaille. Et donc le même SPOC-Prox travaille d'ailleurs, et nous avons signé un protocole avec les bourgmestres pour rétablir un travail approfondi en lien avec le procureur du roi sur des politiques de proximité.
et de travailler avec les citoyens et un accompagnement avec des universitaires. Ce qui avait été aussi souvent questionné, c'était l'évaluation de ces dispositifs de proximité. Nous sommes en collaboration dans le cadre d'un projet européen Prevent pour créer des toolkits pour les communes sur les approches administratives et la lutte contre la pénétration de l'économie formelle et informelle par la criminalité organisée, mais aussi avec l'université de Leuven, en la personne du chercheur qui travaille beaucoup sur ces questions à Leuven, mais aussi, donc pas seulement à la KUL, mais aussi en collaboration avec la VUB. Et nous avons décidé de nous faire accompagner par la VUB pour ce travail d'intense proximité et de signaler, puisque la presse l'a révélé, que j'ai re-signé un protocole de collaboration avec le procureur du roi dans le cadre de l'approche administrative qui nous est imposée. Et lorsque le programme aura avancé, nous devrons venir avec des propositions devant la présente Assemblée qui permettra d'expliciter les secteurs ciblés et renforcés que nous travaillerons avec Monsieur le procureur du roi. Mais c'est vrai qu'établir un lien de causalité entre l'augmentation du deal de drogue et la disparition du NEUS, qui est une disparition présumée, donc en tout cas un changement de forme, avec l'augmentation de la consommation de drogue. On parle en 2012, date de la création du premier Coban, il y avait 40 000 hectares de production de coca en Colombie. En 2022, il y a 240 000 hectares de cocaïne produite dans le même pays. On est donc dans une explosion du phénomène avec une industrialisation et le capitalisme de la drogue qui s'est installé. Donc c'est un peu comme comparer une Ford T avec une Tesla. Effectivement, on n'est plus tout à fait dans la même période sur le Fordisme de la drogue. On n'est plus du tout dans la Ford T où on avait des petits modèles qui arrivaient. Ici, on est dans une production industrielle et une instrumentalisation de personnes fragilisées, soit comme consommateurs, soit comme distributeurs. Et donc, effectivement, je peux en tout cas vous souligner que pour faire part de l'intense action tant de l'administration communale et des départements et de la zone de police et du travail acharné que nous menons en soutenant l'action du procureur du roi, je pense que les citoyens peuvent constater sur le terrain un certain nombre de changements, même si la victoire n'est pas obtenue. Il y a une lutte incessante, il y a en tout cas un effet d'impunité qui tente à disparaître, une action qui est menée, qui prend du temps, mais en tout cas soutenir des initiatives comme les mamans qui voulaient que les jeunes aillent, enfin que les consommateurs récréatifs aillent acheter leur merde ailleurs, sont des initiatives citoyennes que nous soulignons, que nous soutenons, et nous avions déjà répondu dans notre volonté de ne pas travailler seulement sur le volet policier, même s'il est essentiel, de travailler sur le volet administratif, mais aussi sur le volet culturel, associatif, jeune, social, santé, et donc effectivement, je pense que cette défiance... Oui, j'en ai fini, j'en arrive à ma conclusion, Madame la Présidente. Ouais, ça fait 10 minutes. Cette défiance portée sur, faire porter à la responsabilité de la police locale la lutte contre le grand banditisme, c'est un peu comme demander à un médecin généraliste de soigner l'épidémie du Covid. Je pense qu'il y a, vu les quantités et les enjeux financiers sur le terrain, besoin d'un soutien. Je n'ai eu de cesse d'interpeller les autorités supérieures qui nous soutiennent. Je tiens à le signaler. Le ministre de l'Intérieur a pu dire dans la presse que j'avais dit du mal de lui, mais en fait, il a pu voir que j'avais dit exactement le contraire dans la presse le lendemain. Et donc, effectivement, nous travaillons main dans la main, je l'espère, avec une réconciliation des bobos de gauche bienveillants et d'une police humaniste généreuse défendant l'article 1 de la loi intégrée qui est la défense des droits et libertés du citoyen. Merci beaucoup pour cette réponse très étendue qui est à 10 minutes. Je sais que le groupe PTB voudrait prendre la parole, mais malheureusement le règlement d'ordre intérieur ne le permet pas. Ce n'est pas un débat. Comme je disais... Mais il y a des mensonges, des attaques directement vers nous, donc est-ce que je peux finir ma phrase? Merci. Désolée, oui. Donc, comme j'ai mis en avant au début de cette question orale, que j'ai demandé de respecter l'article 61, d'un côté qui demande donc des questions respectueuses ou formulées respectueusement et d'un point de vue factuel, et d'un autre côté, donc, de respecter le fait que ce n'est pas un débat, que c'est une question orale avec une réponse.
Donc voilà, est-ce qu'il y a une dernière réplique à faire? Et j'aimerais bien passer à la question orale. Je sais que vous voulez... Madame la Présidente, je suis désolé, mais quand il y a des attaques comme ça qui sont faites, on doit pouvoir répondre, parce que vous avez eu la parole et c'était le but, mais du coup, nous pas. Donc je trouve qu'on doit quand même pouvoir rectifier. Oui, parce que ce n'est pas le but d'une question orale, normalement. Je sais bien, mais c'est ce qu'on appelle des faits de personne, madame. On voudrait juste pouvoir rectifier pendant une minute. Et j'ai fait le point en commençant. En fait, cette question n'aurait peut-être pas dû être recevable déjà au départ, parce qu'on est attaqué, mais on doit pouvoir répondre. C'est pas grave. On a laissé madame s'exprimer et faire son show, complètement faux à côté de la plaque, mais là, on voudrait juste pouvoir répondre. Elle n'a pas respecté non plus les règles sur les mensonges et sur les attaques personnelles. Max, 1 minute. Non, si c'est grave parce que j'essaie de mettre de l'ordre et j'ai fait rappel à l'article qui est valable. Voilà, je crois que j'ai fait le point. Vous avez fait le point maintenant. Il y a un préjudice qui a été commis. J'aimerais bien clôturer cette question orale. Est-ce que je peux répliquer? 1 minute et pas plus longtemps. Vous avez déjà dépassé votre temps de parole pour la question. Oké, dus ik neem nota van het uitgebreide antwoord van meneer de burgemeester. Dank u hiervoor. Het was geen rechtstreekse aanval op de PTB. Wij vertegenwoordigen een deel van de bevolking die achter ons staat en op ons stemt. En die dus, waarvan wij het woord overbrengen. En dat zijn de klachten die wij krijgen en wij komen die vertellen. Maar ik neem dus nota van het feit dat er geen opvolger komt van Unius en dat de zaken zullen worden opgelost of proberen opgelost worden met gesprekken met de verschillende wijken en met de federale politie. Dank u. Dank u wel, mevrouw Verhoeven. Dan gaan we over naar de volgende vraag. La deuxième question de madame Chloé Leroy. Merci. Madame Deschville, en novembre dernier, le Centre d'analyse des risques du changement climatique, donc le CERAC, a rendu son dernier rapport qui est extrêmement alarmant, puisqu'il indique clairement que la Belgique et Bruxelles ne sont pas prêtes pour affronter les conséquences du changement climatique. Nos territoires et leurs habitants et habitantes sont en danger face aux vagues de chaleur, aux inondations et aux sécheresses. Et plus encore, nous ne sommes pas prêts à faire face aux impacts graves du dérèglement climatique sur la santé de la population, surtout pour les personnes précarisées, ni à la pression que ça va engendrer sur les services de secours. Et donc j'ai 2 questions. Quels sont les principaux risques identifiés à Saint-Gilles? Et quelles sont les priorités du collège en matière de prévention climatique? Merci beaucoup. Je donne la parole à Mevrouw Salomé. Merci beaucoup pour votre question. Je voudrais d'abord rappeler une vérité simple mais essentielle. Ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien de normal. J'entends encore dire que des épisodes de chaleur en mai ont déjà existé ou que le réchauffement climatique ferait simplement partie des cycles naturels de la planète. Oui, la Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement, mais ces cycles se déploient naturellement sur des dizaines de milliers d'années. Ce que nous vivons aujourd'hui se produit à une vitesse brutale. En Europe, le réchauffement s'est accéléré en moins d'1 siècle. Et les faits sont là. Depuis le début des relevés météorologiques en Belgique en 1833, jamais nous n'avions connu de telles températures au mois de mai, jamais nous n'avions observé des écarts de près de 20 degrés en seulement 2 jours. Nous ne parlons donc pas d'un simple caprice de la météo ou « waouh, il fait beau », nous parlons d'un dérèglement profond, structurel, qui bouleverse nos vies. Et ce dérèglement climatique n'est pas seulement une crise environnementale, c'est une crise sociale majeure. Car derrière les courbes de température, il y a des réalités humaines. Des personnes mal logées qui suffoquent dans des appartements surchauffés, et tout le monde connaît l'énorme hausse des prix de loyer à Saint-Gilles qui pousse de plus en plus de personnes dans des appartements mal isolés, voire insalubres. C'est des travailleuses et travailleurs exposés à des conditions de travail devenues intenables et des personnes confrontées aux problèmes cardiovasculaires, respiratoires ou autres. Et dans tout cela, il y a une constante. Ce sont toujours les personnes les plus vulnérables qui payent le plus grand prix, tandis que les grands responsables, qui peuvent bien plus sautiller, s'échappent.
Ce n'est pas pour rien que cette commune a déjà visé l'industrie fossile cette législature-ci. Les risques sont connus, le stress thermique, les inondations pluviales, la dégradation de la qualité de l'air et derrière tout cela, l'aggravation des inégalités sociales et sanitaires. À Saint-Gilles, cette réalité s'impose particulièrement, à la fois vu la densité urbaine de notre commune et à la fois vu le nombre considérable des personnes précarisées sur notre territoire. Cela est d'autant plus vrai dans des quartiers comme Bosnie ou Midi. Face à cela, nous avons une responsabilité immense. Le collège agit collectivement parce que le dérèglement climatique touche tous les aspects de notre quotidien, nos écoles, nos crèches, notre santé, nos finances publiques, notre cohésion sociale, notre qualité de vie. Le service communal de climat et biodiversité joue un rôle central là-dedans, en accompagnant les différents services communaux, en organisant tout un arsenal d'actions, de sensibilisation, d'information et de mise à l'action. Dans nos priorités, je peux citer, avec l'appui du service espace vert et la cellule végétalisation urbaine, la plantation d'arbres et la déminéralisation de l'espace public. Pas pour faire joli, mais pour faire baisser la température dans notre commune et permettre à l'eau de pluie d'être absorbée plutôt que de saturer des égouts déjà dépassés. C'est le sens des aménagements réalisés à la place Marie-Janson, la rue Maurice, aux abords des écoles, dans les projets Parc Barrière ou encore dans les cours de récréation des écoles Eulenspiegel et Léonie Lafontaine. Le développement des zones de fraîcheur, des espaces accessibles où les Saint-Gilloises et Saint-Gillois peuvent venir respirer lors des épisodes de chaleur. Tout récemment, nous nous sommes d'ailleurs lancés dans un projet de refuge climatique ensemble avec le Centre d'écologie urbaine. L'augmentation des fontaines à boire et les jeux d'eau. Quand on voit les enfants à la place Bethléem ou la place Marie-Janson profiter de ces espaces, on comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un luxe, mais d'une nécessité. Et pouvoir s'hydrater dans ce temps-ci, d'autant plus pour les personnes les plus vulnérables, est tout simplement un non-dit. L'adaptation de nos bâtiments, isoler, protéger du soleil, récupérer l'eau de pluie, en priorité dans les écoles et les crèches, parce qu'aucun enfant ne devrait apprendre ou dormir dans des températures insupportables. La chaleur dans la crèche de l'ECAM a déjà été débattue ici. Maintenant, je peux annoncer la bonne nouvelle que les stores arrivent tout prochainement. Devrait-on aller plus loin? Certainement, mais je peux vous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons, tenant compte d'un contexte budgétaire particulièrement difficile qui nous pousse et invite d'ailleurs à réfléchir encore plus out of the box, car c'est une certitude, nous devons nous outiller pour faire face au dérèglement climatique. Et en dernière priorité, l'implication des Saint-Gilloises et Saint-Gillois dans les solutions envisagées, car chaque politique fonctionne mieux si on le fait ensemble. Cela se matérialise via des appels à projets citoyens comme le Youth Action Climate Fund dont on a parlé plus tôt ce soir, mais aussi en allant à l'encontre de notre population en les concertant sur leurs besoins. Je terminerai par ceci. Agir pour le climat aujourd'hui, ce n'est pas un dogmatisme. C'est défendre le droit de chacune et chacun à vivre dignement parce que la crise climatique est la grande question sociale du XXIe siècle. Je vous remercie. Dank u wel. Madame Leroy, vous voulez répliquer? Oui, brièvement. Merci beaucoup pour la réponse hyper complète. Et comme vous l'avez dit, il y a déjà énormément qui a été fait et il reste encore plus à faire avec des moyens hyper limités. Donc voilà, merci et puis courage pour ce qui reste à faire. Et comme vous l'avez dit, là il fait 30 degrés au mois de mai et je pense que ça montre, s'il y avait encore des gens qui n'en étaient pas convaincus, que le réchauffement, le changement climatique, c'est tout sauf une préoccupation de bobos privilégiés. C'est vraiment pas de ça qu'il est question. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la troisième question de Monsieur Kian Somba. Bonsoir. J'aimerais commencer par notifier qu'il y a une petite erreur dans mon nom, dans le boss. Donc voilà, juste pour la prochaine fois. Madame Lechvin, en charge de la solidarité internationale. Je tiens tout d'abord à féliciter l'ensemble du collège pour son engagement solidaire en faveur de la République démocratique du Congo et du Maroc. Si j'ai bien compris, nous avons à ce jour 2 conventions de partenariat. Une convention de partenariat tripartite
entre Saint-Gilles, la province du Sud Kivu et la commune de Barkhane. Une convention ensuite entre la commune de Kinshasa et la commune de Saint-Gilles dans le cadre d'un programme de coopération plus large porté collectivement par Brulocalis. Sur ces deux partenariats, je vous adresse donc les questions suivantes. Concernant le partenariat avec Kinshasa, il semble que la fin du programme de coopération soit cette année. J'aimerais savoir si, comme mentionné dans l'article principe de la Convention, une évaluation va être menée afin de déterminer les effets du partenariat et des actions menées. Et si oui, pouvez-vous nous dire quand elle se déroulera et sur quoi elle portera plus exactement? Il est effectivement toujours bien d'évaluer ce que nous faisons, mais il y a plusieurs formes d'évaluation et j'aimerais savoir ce qu'il en sera sur cet aspect des choses. Dans les deux conventions, ensuite, la réciprocité est actée comme un principe de base du partenariat. Savez-vous me dire comment se traduit ce concept très concrètement dans le cadre de ces projets? Quelles sont les actions ou méthodes de travail qui vont dans ce sens? C'est effectivement un principe très important, alors que la coopération au développement, menée depuis plus de 50 ans, a très clairement montré ses limites et, dans certains cas, son inefficacité. Décoloniser la coopération au développement est pour beaucoup d'acteurs internationaux, ici et là-bas, une priorité, seul moyen de faire de la coopération autrement. Ensuite, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'action de la collectivité partenaire au Maroc et en RDC, j'aimerais savoir comment vous procédez pour financer les actions prévues. Comment faites-vous pour respecter les principes d'alignement de l'OCDE, par exemple, dont la Belgique est signataire, à savoir que tout financement doit se faire sur base des principes des systèmes nationaux des pays partenaires. Ces principes ont pour but de renforcer l'appropriation par les partenaires de leur propre politique. Il s'agit par ailleurs du principe de respect de la souveraineté d'un pays ou d'une collectivité publique partenaire. Enfin, est-il possible d'avoir accès aux différents rapports déjà existants concernant ces deux conventions de collaboration? Merci d'avance, Madame Lejvin, pour vos réponses. Merci beaucoup. Madame Lecoul. Oui, bonjour, un tout grand merci pour votre question. Alors, avant de répondre plus précisément à votre question, je souhaite rappeler brièvement le cadre dans lequel s'inscrivent les partenariats de coopération internationale de la commune de Saint-Gilles. Depuis 2007, Saint-Gilles participe au programme fédéral de coopération internationale communale coordonné par Brulocalis et financé par la coopération belge au développement. La commune développe actuellement des partenariats avec la commune de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et avec la commune de Berkane, au Maroc. Le partenariat avec le Sud Kivu est actuellement suspendu en raison de la dégradation du contexte sécuritaire depuis février 2025. Ces partenariats reposent sur une logique de coopération entre collectivités locales basée sur la réciprocité, la co-construction et l'échange de pratiques. Alors, à Kinshasa, le partenariat porte principalement sur le renforcement des services d'état civil de population avec notamment la digitalisation des registres, la construction de bureaux de quartier, des campagnes de sensibilisation à l'enregistrement des naissances et des décès. Ça, c'est pour le côté de Kinshasa. Alors, à Berkane, principalement l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers des formations, le soutien aux coopératives féminines et des dispositions de participation citoyenne. Concernant l'évaluation des programmes, une évaluation externe est bien prévue dans le cadre du programme KIC 2022-2026. Une évaluation intermédiaire est actuellement en cours et une évaluation finale sera organisée en fin de programme. Elle porte notamment sur la pertinence des actions, leur cohérence avec les priorités locales, le renforcement des capacités des partenaires et la durabilité des projets. Alors, concernant la réciprocité, les projets se construisent conjointement avec les partenaires locaux sur base des besoins identifiés localement. Les échanges se font dans les deux sens, notamment à travers des visites de travail, donc des échanges de pratiques et la valorisation des expertises locales. Par exemple, dans le cadre de la digitalisation des archives d'état civil en RDC, une solution développée localement a été privilégiée. Alors, concernant le principe d'alignement de l'OCDE, les projets menés dans le cadre du programme de coopération internationale communale respectent les règles et conditions fixées par Brulocalis dans l'utilisation des subsides. Concrètement, les actions sont définies et mises en œuvre en concertation avec les communes partenaires ainsi qu'avec leurs acteurs locaux concernés sur la base des priorités identifiées localement dans le respect des cadres administratifs. Alors, enfin,
Donc, les différents rapports d'activité dont vous demandez la consultation, bien évidemment, peuvent être consultés, soit via ici le service des assemblées, mais Brulocalis eux-mêmes le mettent en ligne de toute façon. Voilà, donc... Merci beaucoup. Y a-t-il une réplique? Merci Madame Lévin pour votre réponse. Sur la troisième question, sur le respect des principes par rapport à l'OCDE, j'ai pas vraiment compris en quoi est-ce que ces principes étaient réellement appliqués, mais je me ferai un plaisir d'en parler avec vous à l'occasion, donc on peut en reparler. Mais je voulais un peu approfondir sur cette question-là, mais ce sera pour une prochaine fois peut-être. Merci. Merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup. On peut passer à la quatrième question de Madame Morel. Merci Madame la Présidente. Madame Léchevin de la Mobilité, l'utilisation du vélo a fortement progressé ces dernières années et nous ne pouvons que nous en réjouir. En 20 ans, le nombre de cyclistes a été multiplié par 8 à Bruxelles. Le rapport de l'Observatoire du vélo fait état d'une augmentation de 15% de la pratique aux heures de pointe entre les années 2024 et 2025. La qualité des itinéraires et des pistes cyclables s'améliore d'année en année, contribuant à renforcer l'attrait du vélo. Les aménagements réalisés à Saint-Gilles sont d'ailleurs à saluer. Aujourd'hui, 50% des vélos en circulation sont électriques et 15% sont des vélos cargo ou long-tail, engins particulièrement gourmands en espace de stationnement. Si l'offre de parking vélo aux abords des gares et des principales stations de métro semble suffisante, la question du stationnement à proximité du domicile reste problématique. Ainsi, 20% des cyclistes bruxelloises déclarent avoir été victimes d'un vol de vélo au moins une fois au cours des 2 dernières années, et dans 70% des cas, ce vol a eu lieu sur la voie publique. Un récent article de Bruse signalait que 14 266 personnes sont en attente d'un stationnement vélo sécurisé à Bruxelles. Cycloparking dispose actuellement de 9000 places sécurisées pour vélo classique et 200 pour vélo cargo, mais la demande croît très rapidement. La crainte du vol dissuade encore trop de personnes de franchir le pas du déplacement à vélo. Comment pourrait-on renforcer l'offre de stationnement sécurisé sur notre territoire, que ce soit par l'augmentation du nombre de box vélos ou en encourageant la mise à disposition d'espaces privés inutilisés, type garage, entrepôt, etc. Pourriez-vous nous informer du calendrier prévisionnel relatif au développement du stationnement vélo sécurisé et à son intégration dans les projets d'aménagement de voirie? Je vous remercie de vos réponses. Merci beaucoup. Madame Moranville. Merci pour la question. Alors, le vol de vélo, c'est un des plus grands freins identifiés à la pratique du vélo avec les infrastructures cyclables, vous l'avez dit. J'ai articulé ma réponse en 2 temps, ce qui existe en fait à Saint-Gilles et les freins, et ce qu'on a prévu dans l'année qui vient. Alors, il y a 2 cyclistes interrogés sur 10 qui déclarent avoir été victimes au moins d'un vol de vélo lors des 2 dernières années. C'est énorme, hein, donc c'est 1/5, dont 5% qui se sont fait voler 2 vélos ou plus. La quasi-totalité de ces vols se fait en région bruxelloise et la plupart du temps, ces vols ont eu lieu alors que le vélo était stationné sur la voie publique. C'est plus de 70% des vols qui se font sur la voie publique et dans 83% des cas, ces vélos étaient pourtant protégés par un cadenas, dont 54% des cadenas de haute sécurité. D'où l'importance vitale, en fait, quand on fait du vélo, en tout cas de manière quotidienne, de pouvoir avoir un vélo dans un parking sécurisé et pas simplement des arceaux vélos, et particulièrement dans une commune dense comme Saint-Gilles avec un bâti et des maisons qui ne sont évidemment pas adaptées pour ranger plusieurs vélos dans les couloirs. C'est un vrai défi dans une commune comme Saint-Gilles. C'est plus facile dans des communes de la deuxième couronne comme Woluwe, etc., quand on bénéficie de plus de garages, de jardins, etc. Alors à Saint-Gilles, c'est particulièrement vrai, on l'a dit, à cause de la densité du bâti, mais aussi parce qu'on a de nombreux cyclistes. Alors on n'a pas de chiffres commune par commune, mais on sait par les comptages, notamment maintenant qu'on a les telles rames dans les rues, on voit il y a une augmentation claire du nombre de cyclistes qui passent à Saint-Gilles, mais qui pratiquent le vélo à Saint-Gilles. On est aussi une des communes en région bruxelloise où il y a le plus de ménages sans voiture, et c'est souvent lié. On pratique plus le vélo quand on n'a pas de voiture, ainsi que les transports en commun. Et
on sait que sur Saint-Gilles, la dernière liste de personnes qui sont en attente pour une place dans un box vélo ou dans un local sécurisé, c'est 1138 personnes. Donc c'est quand même relativement énorme. On est dans les communes avec les plus... on a des longues listes d'attente partout, mais on est quand même dans les communes où il y en a beaucoup, proportionnellement à la population. Alors on a sur le territoire de Saint-Gilles 67 box vélos qui sont installés et on a 9 locaux sécurisés qui sont gérés par Parking Bruxelles. Donc c'est Cycloparking qui fait partie de Parking Bruxelles, donc qui est un acteur public qui gère ces locaux. Dans ces locaux, on a 142 places pour vélo et 15 pour vélo cargo. Ce qui va être installé dans l'année qui vient, c'est 26 box vélos et on va avoir un parking vélo, un gros parking vélo sur la dalle Horta qui va faire plus de 80 vélos, dont une dizaine de vélos cargo avec une installation pour pouvoir recharger pour les vélos électriques et une station de réparation. C'est une des bonnes nouvelles qu'on a eues il y a un peu moins d'un mois. On avait rentré un projet au fonds Bikes in Brussels pour pouvoir bénéficier en fait d'un subside pour installer en fait ce parking vélo sur la dalle Horta. Donc ça va être le plus grand parking vélo sécurisé de Saint-Gilles. Dans les 9 locaux, il y en a que vous connaissez qui font partie de locaux de la régie foncière. En fait, ce sont des parties de parking voitures où il y a des emplacements qui sont mis à disposition pour les vélos, mais c'est aussi des parkings privés comme à la rue de Moscou où on a des accords avec Parking Bruxelles pour la gestion. On a aussi beaucoup de parkings comme Interparking ou bien Q-Park qui louent aussi maintenant des places sécurisées pour les vélos, mais ça n'est pas alors au tarif de Parking Bruxelles. C'est 15 € pour un vélo par an et c'est 30 € pour un vélo cargo par an. Ce qui freine en fait pour le moment le développement des parkings vélos sécurisés, c'est vraiment vers là qu'on souhaite aller parce qu'à un moment donné, l'espace public ça va saturer de box vélo, c'est déjà un peu le cas. On commence à avoir des endroits où on ne sait plus mettre de box vélo pour des tas de raisons, hein, parce qu'il y a des impétrants, parce que l'espace public n'est pas extensible. On cherche des parkings sécurisés. Si vous avez un voisin qui a un rez-de-chaussée ou un garage qu'il n'utilise pas et qui veut mettre à disposition Welcome, c'était beaucoup plus facile avant d'en trouver parce qu'il y avait à la clé un revenu locatif. Vu les finances pour le moment de Parking Bruxelles, il n'y a plus moyen, en fait, pour le moment, Parking Bruxelles offre au privé qui met à disposition la sécurisation, donc installe les racks vélos, le système de sécurisation par batch, mais n'offre plus de revenus locatifs, donc c'est moins attractif. Et ça, c'est un des obstacles qui fait que pour le moment à Saint-Gilles, nous on a fait le tour de tous les parkings communaux qu'on pouvait mettre à disposition. On n'a plus d'emplacement pour pouvoir mettre des vélos et donc on se rabat sur le privé, mais qui n'a plus en tout cas, sauf à le faire à titre purement, on va dire, par conviction ou par militance pour le vélo, mais il n'y a plus de revenus locatifs à la clé. Donc voilà, pour le moment c'est un des freins, mais c'est un frein dans toute la région bruxelloise. Et sinon, on a un futur local vélo qui va être ouvert à la rue Danemark, et ça c'est dans le cadre du contrat de quartier Midi, c'est chez mon collègue Willem Stevens, où il va y avoir 14 places vélo qui sont développées, ça va être géré par Parking Bruxelles. Ça va être donc le 10e local qu'on va avoir. Et alors ça je suis quand même assez fière de le dire, la première commune qui a sécurisé la majorité de ses passages piétons, là avec des arceaux vélos, mais ça reste aussi du parking vélo, même si ce n'est pas du parking vélo sécurisé. On a 447 passages piétons sécurisés sur les 471, donc ça permet c'est 95% de nos passages piétons. Ça permet évidemment de sécuriser les piétons qui traversent, mais la majorité de ces passages sont sécurisés grâce à des arceaux vélos, parfois des poteaux, mais on essaye de privilégier les arceaux vélos quand c'est possible, ou bien des arbres, des fosses à arbres, ou bien des bacs à plantes. Merci. Voilà pour la réponse. Pardon. Merci Madame Moranville. Madame Morel, une réplique? Je vous remercie pour toutes ces informations et je suis ravie que malgré les freins que vous présentez, on puisse avoir une évolution positive et rapide concernant cette question. Merci. Merci beaucoup. Et donc on passe à la dernière question de Monsieur Fréture. Peut-être avant que Monsieur Fréture n'intervienne, Madame, au-delà de l'envie et de la grâce des gens de vouloir participer à un parking vélo, il y a toujours le règlement taxe qui défiscalise un espace rez-de-chaussée défiscalisé
on fiscalise pour immeubles abandonnés, des rez-de-chaussée vides. Et si quelqu'un le confie, il est prévu dans le règlement que pour raisons sociales, culturelles ou parking à vélo, c'est autorisé d'être défiscalisé. Donc il y a moyen en plus de ne pas le faire pour seulement le frais de la princesse. Merci. Donc, la 5e question, s'il vous plaît. Le gouvernement bruxellois a prévu dans son budget de ne plus verser aux communes la dotation eau pour 2026, alors que l'ordonnance qui prévoit cette dotation n'est même pas encore abrogée. 16 millions d'euros disparaissent pour les communes, alors qu'elles sont de plus en plus étranglées financièrement, de par un sous-financement structurel, mais aussi vu les énormes reports de charges venant du fédéral. Ce n'était vraiment pas le moment de prendre une telle mesure. Le budget saint-gillois est déjà voté, mais 700 000 euros vont disparaître par après pour notre commune. Que va-t-il se passer pour les dépenses qui étaient prévues? Des services vont-ils diminuer ou la commune s'apprête-t-elle à augmenter certaines recettes? Quand les modifications budgétaires seront-elles votées? Merci beaucoup. Dans l'absence de M. Stevens, Monsieur le bourgmestre. Je vais reprendre des choses au pied, comment on dit, au pied du mur, c'est ça qu'on dit, hein, devant l'obstacle. À brûle pourquoi? Mais donc effectivement, vous aurez sans doute lu l'accord politique gouvernemental régional qui fut taxé d'assez synthétique entre 3 piscines de plein air. Il est question de refinancer Vivaquois. Il y a 2 lignes sur la question. Et donc effectivement, le gouvernement régional, qui a une situation financière que vous connaissez sans doute aussi bien, puisque vous avez l'excellent parlementaire vigilant, et que le gouvernement régional, dans son accord plus étayé sur base des questions, vous révèle qu'ils doivent refinancer Vivaquois parce que c'est un instrument qui garantit l'accès à l'eau à un tarif préférentiel par rapport à toutes les autres régions du pays, doit faire face à un surendettement important qui s'est accéléré ces dernières années, lié à la rénovation des infrastructures d'égouttage du territoire, et qu'il y a un regroupement, parce qu'historiquement il restait Vivaquois et Hydra, et ce regroupement va faire que les 7 bassins d'orage d'Hydra vont être joints aux 33 bassins d'orage de Vivaquois par rationalisation pour éviter d'avoir deux structures, même si Hydra restera pour une partie de ses activités d'épuration, puisque c'est un autre type de métier. Mais grosso modo, en fait, on parle d'un surendettement de bancaires de plus d'1 million de millions. Donc, c'est 1000 millions plutôt. Et donc, c'est beaucoup. Et donc, effectivement, par rapport au déficit d'exploitation de Vivaquois annuel, ça n'est pas le déficit d'exploitation annuel de Vivaquois, ce sont ces frais liés aux infrastructures. Et donc, la région se pense au chevet de notre intercommunal, où nous sommes un des actionnaires historiques. Et donc, historiquement, l'ordonnance bruxelloise qui prévoyait une dotation compensatoire à la perte des... c'était la région qui venait à l'aide des communes, à la perte du dividende de Vivaquois, étant donné cette charge, mais cette compensation pour les communes et par rapport aux précédentes possibilités d'accord politique ou de non-accord pendant près d'1 an, c'est clair que le sort aurait pu être beaucoup plus funeste pour les communes, où on voulait faire payer beaucoup plus les communes. Je pense que l'accord régional nous épargne, sauf peut-être sur ce chapitre où manifestement les communes, pour contribuer à 16 millions sur les 180 millions, alors qu'on nous avait annoncé cette dotation en début d'année et que nous avions budgété, effectivement, nous avons appris que ces 700 000 euros pour Saint-Gilles ne viendraient vraisemblablement pas et qu'ils seraient quelque part versés comme montant par la région, non pas pour compenser les communes, mais pour refinancer avec le reste de la recapitalisation en type 8, je pense, dans la comptabilité régionale, parce qu'effectivement, on consolide la dette bruxelloise sur base de ces investissements importants. Et donc, c'est vrai que ça risquait, si nous ne faisons pas cette opération, plutôt si la région ne fait pas, mais aussi les communes actionnaires, cette recapitalisation, nous risquons d'avoir une situation budgétaire pour pouvoir mériter à l'emprunt, pour continuer les rénovations du réseau d'égouts et d'épuration, de ne pas pouvoir y accéder, de ne pas continuer l'activité. Donc cette recapitalisation est vitale, et quand on regarde comment les observateurs sensibles, et vous qui partagez mes options parfois anticapitalistes,
Malheureusement, ces gens qui nous prêtent de l'argent sont très attentifs à la cotation et à la décotation de la région Bruxelles-Capitale pour faire des taux d'intérêt convenables et consentir des prêts. Sans cette recapitalisation de notre dispositif, nous ne pourrons pas mériter à ça. Donc c'est vital pour le fonctionnement et ça ne peut pas attendre l'année prochaine. Ça doit être fait vite puisque l'action est en cours. Interpellant la directrice générale début de semaine pour alimenter les chemins des finances qui devaient vous ramener, je fais une comparaison qui n'a pas lieu d'être mais qui est intéressante quand même, c'est que quand on regarde les montants consacrés par Vivaqua à rénover notre réseau d'égouts à Saint-Gilles, qui avant 2006 relevait des communes, c'est les communes qui devaient rénover le réseau d'égouts, il s'avère qu'elles n'ont guère contribué à la rénovation de ces réseaux d'égouts, croisant les doigts que les égouts ne fonctionnent bien, et il n'y avait que quand des effondrements qu'on retapait les égouts. Ici, il y a eu un gros travail structurel effectué par Vivaqua dans de nombreuses communes. Si on compte la rue d'Albanie, la rue de Danemark qui a été percée au moment de la visite de Georges-Louis Boucher, ou la rue de la Victoire qui est restée bouchée pendant de nombreuses années, ou la rue d'Albanie qui a eu des écoulements d'eau, et où j'ai vu Charles avec sa casquette gérer des inondations, soyons très clairs, on est à peu près à quoi? Qu'est-ce qu'elle me disait? 20 millions d'investissements, et le montant nous paraissait un peu sous-estimé, on se dit qu'elle avait des meilleurs prix que nous, mais le chantier, la rue Theodor Vragen, égouttage payé par Vivaqua, dans le partenariat sur l'avenue du Parc, refaction des égoutages payés par Vivaqua, et donc Victoire, ça a coûté un porte-avions, il a fallu refaire tout le tuyau. Les égouts de Saint-Gilles datent de 1905 ou parfois même de 1895. Et donc, comme commune historique, je pense que 700 000 € versus 20 millions que nous aurions dû payer, à tout le moins, c'est lourd, mais vaut mieux 700 000 € que 20 millions. Alors, effectivement, cette nouvelle est de nature à ne pas faciliter nos travaux budgétaires parce que, outre la dégradation de la situation de notre CPS due au transfert de charges liées aux exclusions du chômage, aux indexations qui courent sur nos personnels et l'augmentation de toutes les charges, plus les augmentations de la dotation de la zone de police, plus les augmentations de quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, les hôpitaux, le déficit des hôpitaux. Il est très clair que nous avions dit à la tutelle communale que dire que notre situation économique à Saint-Gilles s'améliorait relevait d'une prière ou d'un vœu à Sainte-Rita, et qu'effectivement nous allons devoir vivre des budgets beaucoup plus difficiles à boucler, avec un déficit qu'on va devoir présenter aux modifications budgétaires, et pour pouvoir encaisser la dette que nous devons encaisser à cause du CPS, de l'hôpital, de la zone de police et de dispositifs. Et donc la tutelle régionale va sans doute nous demander de prendre, comme dans toutes les autres communes, des mesures plus drastiques d'économie. Et donc oui, vous avez pointé un phénomène très juste, mais dans la solidarité entre la région qui vient s'associer aux communes dans l'intercommunal de gestion des eaux, ils décident de recapitaliser. Peut-être un élément important auquel nous tiendrons tous, et j'en conclurai par là, à ce stade, sans augmentation du prix de l'eau pour les personnes à Bruxelles, ce qui paraît être, je le pense, pour nous, un élément important. Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur Freiture, une réplique courte. Oui, il ne s'agissait pas de mettre en concurrence la dotation eau avec les nécessaires investissements dans Vivaqua. Ils ont besoin de plus d'1 milliard d'euros. Nous, on vient de supprimer une dotation qui leur coûtait 16 millions. Bon, c'est pas vraiment ça qui va les aider de toute manière, donc c'était pas trop le but. Après, je vous ai connu un peu plus combatif concernant les finances communales. C'est vrai qu'on a échappé au pire quand on a entendu les prémices de formation de gouvernement, mais on n'a pas non plus été totalement épargné. Il y a beaucoup de subsides qui vont s'arrêter, notamment en politique de la ville, etc. Enfin, beaucoup de choses qui vont impacter les communes liées aux mesures du gouvernement. Mais voilà, je prends note qu'en fait, on ne sait pas encore vraiment comment on va faire et qu'on n'a pas de date alors pour la modification budgétaire. Merci beaucoup, Monsieur Il y a un agenda légal qui existe. Il y a un agenda légal qui dit qu'on doit se présenter vraisemblablement en juin. Nous travaillons en ce sens, mais je pense que ce sera difficile, mais on y travaille. Merci beaucoup. Et donc, ça nous ramène à la fin de l'ordre du jour public. Et on va passer au huis clos. Donc, je demande au public de sortir.